Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec un nouveau bilan culturel. C'était il y a vraiment pas longtemps le dernier, mais j'ai tellement relu et revu de choses qu'il faut que je fasse maintenant parce qu'après ça va être compliqué. J'arrive avec quelques livres à vous présenter, c'est l'été. Voilà, l'été je lis, avec pas mal de films aussi, quelques séries et des podcasts. Donc accrochez-vous parce que c'est parti. On va commencer par le premier livre d'Alexandre Jardin, Des gens très bien. Alexandre Jardin, c'est le petit-fils de Jean Jardin qui a été directeur de cabinet de Pierre Laval sous la France de Vichy, donc on est quand même sur un personnage un petit peu compliqué. C'est du coup un livre sur la collaboration et plus particulièrement sur le rôle de son grand-père dans la rafle du Veldiv. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la rafle du Vélodrome d'hiver, c'est un événement qui arrivait sous la France de Vichy, donc sous l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, entre les 16 et 17 juillet 1942. C'est la plus grande arrestation massive de juifs en France. C'est une tentative de se repentir de ce passé et d'essayer de comprendre en fait comment cet homme qui est jugé si droit et si moral a pu participer à un événement de la sorte. Et la rafle du Veldiv, c'est un truc qui revient tout au long du roman. Ça commence sur cet épisode là, ça revient quand il en parle avec un de ses amis qui est passionné d'histoire et qui vient lui dire « Tu penses vraiment que ton grand-père il a rien à voir là-dedans ?» Puis ensuite il va fouiller encore plus loin, il va demander des archives, des trucs aux renseignements généraux pour essayer de se rendre compte de l'implication de son grand-père. Et il en a fait un livre un peu autobiographique où on voit son processus d'écriture, où il parle de la façon dont ça le met en opposition avec sa famille, et en même temps cette quête de comprendre comment son grand-père a pu faire ça et pourquoi la collaboration a été un système qui a pu fonctionner, simplement parce qu'elle était basée sur des personnes qui étaient justement éthiques et morales et qui pensaient faire les choses bien. C'est comme ça qu'ils ont pu vivre en dehors de toute culpabilité parce qu'ils étaient convaincus de faire les choses bien. Il essaie de remettre dans un contexte les actes de son grand-père qui ont eu lieu dans une Europe qui était beaucoup plus antisémite qu'aujourd'hui. Il parle aussi de son père qu'on appelait le Zubial, qui a fait justement un livre quelques années auparavant sur son père, Jean Jardin, qu'on appelait le nain jaune. Il a fait un livre montrant à quel point il était fier que ce soit son père. Donc ce livre là vient un petit peu casser ce mythe qu'avait fondé le Zubial sur le nain jaune et dire à quel point c'était pas forcément la personne qu'on pensait que c'était. C'est un livre qui est très intéressant, j'adore les livres comme ça qui se replacent dans des contextes historiques et surtout les contextes historiques de la première et de la seconde guerre mondiale. Je ne sais pas pourquoi mais je fais une fixette dessus. Et on peut enchaîner direct avec le second livre qui est mon préféré de ceux que je vais vous présenter et qui je pense est l'un de mes livres préférés. Et c'est marrant parce que je l'ai lu sur les conseils d'un ami qui est militaire qui m'expliquait un peu ce que c'était la vie de militaire et que je pouvais peut-être le comprendre dans les instruments. Pas la claque. Ça s'appelle À l'Ouest, rien de nouveau d'Éric Maria Remarque et vraiment je conseille à tous de le lire. Je crois qu'il y en a qui l'ont lu au lycée. Moi j'avais lu Le Feu d'Henri Barbus qui était un journal de guerre très intéressant et qui montrait la vie au front et aussi la vie quand il y avait pas trop la guerre et l'ennui. C'est ça qui m'a marqué dans ce livre. Il y a parfois quand il n'y a pas d'offensive. Le Feu d'Henri Barbus c'était du côté français et c'était un journal vraiment de son expérience à lui. Là c'est une fiction. C'est un récit de guerre allemand pendant la Première Guerre mondiale, fait par des jeunes adolescents fictifs, notamment Paul Baumer, le personnage principal dont on va suivre les aventures. C'est à la première personne donc c'est assez immersif. Ce qui est très bien avec ce roman c'est qu'on découvre la guerre sous un petit peu tous ses aspects parce que Paul Baumer va passer par plein d'endroits différents. Il va passer par le front, il va décrire la cantine, le régiment, sa maison quand il retournait à l'arrière, l'hôpital militaire, beaucoup d'endroits différents qui nous permettent d'avoir une vision un peu d'ensemble de cette période. Le style d'écriture est très intéressant, pessimiste, amer et désillusionné. Ce livre c'est vraiment la désillusion que ces jeunes gens ont en allant à la guerre. Ils se retrouvent à faire la guerre, ils ont 19-20 ans. C'est un récit qui est fictif mais qui est quand même ancré dans le réel par plein de petits détails. Paul Baumer explique comment différencier les sons d'obus, comment s'adapter à la guerre, la réalité que c'est en fait tout simplement. J'ai pleuré à la page 34, je m'y attendais pas, j'étais au bureau en plus dans l'open space et j'ai lu cette phrase. Il est maintenant tout seul avec sa petite vie de 19 ans et il pleure parce qu'elle le quitte. Je sais pas comment dire mais ça m'a tellement touchée parce que à 19 ans tu t'attends pas à te retrouver dans un lit d'hôpital après t'être pris un obus et être en train de mourir. C'est ça la violence de la guerre, c'est que personne n'est épargné. T'as plein de sujets qui sont hyper intéressants et qui sont très bien traités je trouve. Il y a certains personnages qui n'arrivent même plus à se projeter dans un avenir. Il y a une scène qui est hyper puissante où le personnage principal va vraiment se rendre compte que en face de lui c'est des personnes comme lui, ce qui se retrouve proche de la mort d'un de ses ennemis on va dire, et il se rend compte en fouillant dans ses affaires que c'est aussi une personne comme lui. C'est simplement de la chair à canon pour des enjeux qui ne sont pas les leurs. Sujet qui est également traité dans le livre, mais à qui bénéficie cette guerre, pourquoi nous on se retrouve à faire la guerre. Il y a plein de phrases qui sont, par exemple, seul l'hôpital montre bien ce qu'est la guerre. Ce livre m'a vraiment touchée en plein cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant émue. Je sais que ça a été adapté au cinéma, c'est des adaptations qui datent un peu, mais je pense que je les regarderai parce que ça m'a tellement chamboulée. Vraiment, je vous le recommande tellement si vous aimez les livres un peu historiques, les livres qui
touche à la guerre en général, ou que vous êtes intéressé par exemple par l'armée, parce qu'on apprend quand même pas mal de choses sur la hiérarchie, les institutions. Je pense que c'est aussi pour ça que cette personne m'en parlait autant. Donc voilà, c'est l'un de mes livres préférés je pense, je l'ai adoré. Ensuite, dans un tout autre registre, le livre de ma mère d'Albert Cohen. C'est une déclaration d'amour hein, concrètement. Sa mère qui l'a perdu, dont il dresse le portrait avec une nostalgie, une mélancolie vraiment profonde. Et il l'infantilise beaucoup, il l'appelle ma pauvre enthousiaste, ma sainte, ma chérie, ma pauvre enfant, ma petite fille chérie. On a en fait cette même phrase qui revient en boucle, le fameux elle est morte qui tient en 3 mots. Elle est morte, tout ça il aurait dû lui dire quand elle était encore là. Et il y a une phrase qui est très très belle dans ce livre qui dit mais j'étais un fils et les fils ne savent pas que leurs mères sont mortelles. Je trouve que cette œuvre là est sublime parce que ça rappelle à quel point on oublie que nos parents ne sont pas faits pour nous survivre. Si un drame ne se produit pas, dans l'ordre naturel des choses, normalement ils partent avant nous. On les considère beaucoup comme acquis, on a l'impression qu'ils seront à nos côtés toute la vie et c'est pas le cas. C'est la plus belle histoire d'amour qui est possible parce que c'est l'histoire d'amour d'un homme envers sa mère et c'est un amour inconditionnel, l'amour qu'on a pour sa maman, pour son papa. Souvent les livres d'amour qui marquent ce sont ceux sur l'amour de l'âme sœur. Il n'y a pas d'amour plus fort que ce qui décrit là-dedans et c'est très beau. Et enfin The Song of Achilles de Madeline Miller qui est connue en français sous le nom du Chant d'Achille. Vous avez sûrement vu cette couverture dans les librairies. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu en anglais, je crois que je n'avais pas relu en anglais depuis Little Women. C'est un livre qui est très accessible en termes de niveau d'anglais et ça raconte en fait l'histoire d'Achille. Vous connaissez tous le fameux talon d'Achille, c'est un personnage de la mythologie qui était connu pour avoir été trempé par sa mère dans un fameux lac. Elle le trempait toujours en le tenant par le bout du talon. Tout son corps était un petit peu immunisé. Ce talon n'avait pas été trempé dans l'eau. C'est le talon d'Achille, c'est de ça qu'il meurt. Patrocle je crois en français, l'amant d'Achille d'après certaines versions de la mythologie. Donc c'est un amour homosexuel qui est très bien dépeint. On y suit en fait Patroclus du coup, ce jeune fils de roi qui vient commettre l'irréparable en tuant quelqu'un et qui se retrouve exilé dans le royaume d'Achille où Achille est justement jeune prince, demi-dieu. Son père est un mortel mais sa mère est une déesse, une nain, qui est destinée à être le plus grand guerrier de sa génération. On se retrouve à suivre Patroclus, ce personnage très sage, très humble, assez fragile, assez faible, on pourrait dire, faible. On n'est clairement pas sur Achille. Et donc on a cette ambivalence entre ces deux personnages qui sont très différents et qui en fait fonctionnent ensemble. Et on a évidemment l'épisode de la guerre de Troie. Achille a été l'un des personnages dans cette guerre de Troie, Patrocle également. Et ça m'a redonné goût un peu à la mythologie. Ça faisait longtemps que j'avais un peu décroché de tout ça depuis Percy Jackson. Je m'étais pas trop remis dedans. Puis les cours de latin au collège surtout, j'avais pas trop été dedans. Et là je me suis surprise à rechercher plein de trucs. Alors moi j'ai lu en anglais donc je sais pas ce que la traduction française vaut. Mais en anglais c'est très bien écrit, c'est très accessible. Et ouais c'est un très beau roman d'amour je trouve. J'étais très contente de l'avoir lu. Et il a eu le Woman's Prize. Il était très chouette. C'était tout pour les livres et j'ai envie de vous dire fort heureusement parce qu'on y a déjà passé un moment. On va passer du coup au film. Je suis allée voir au cinéma Decision to Live qui est un film sud-coréen qui a été primé à Cannes pour la meilleure mise en scène. Allez-vous largement. Il y a certains plans qui m'ont tellement marqué. C'est l'histoire d'un détective qui se retrouve sur une scène de crime. Un homme qui est tombé d'une falaise et on ne sait pas si c'est un crime ou non. On va tout de suite sur la thèse du meurtre et il suspecte la femme de cet homme et se tisse une relation assez ambiguë entre ces deux protagonistes. Une relation qui est assez toxique et qui va un petit peu le faire dévier de son enquête principale. Ça c'est pour le topo. La fin du film est super bien, vraiment brillant. Ça faisait sens au vu de l'évolution de l'histoire. Après, j'avoue que le film était un peu longué. On a une dynamique qui ensuite vient un petit peu se répéter. Il y a des plans qui m'ont tellement marqué. Par exemple, quand le cadavre est retrouvé, il est retrouvé les yeux ouverts. Un plan où on est ce cadavre et on a les yeux ouverts et on voit des fourmis passer sur notre globe oculaire et j'ai trouvé ça tellement bien pensé. Et ensuite, il y a un plan que j'ai adoré. On a une vue complètement en plongée. Ça fait des lignes qui sont très belles avec de la mer, la route et les voitures. Ce plan m'a grave marqué, je le trouve hyper beau. J'ai trouvé les acteurs très pertinents. Ça m'a fait plaisir de revoir un film sud-coréen. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas vu. Je pense qu'il n'est plus au cinéma actuellement, mais je vous le conseille si vous avez l'occasion de le voir. Je suis allée voir Nope au cinéma, le dernier film de Jordan Peele, qui a aussi produit Get Out et Us. Je n'ai pas vu Us, mais j'ai vu Get Out. Il y avait des scènes qui m'avaient un peu choquée. Et il est connu justement ce producteur pour dénoncer des faits de société. J'avais vraiment bien aimé Get Out. J'ai moins aimé Nope parce que le sujet m'intéressait moins à la base. Concrètement, on est sur des apparitions extraterrestres. Justement, je savais que c'était un film qui était censé dénoncer quelque chose et je suis passée mais complètement à côté du message. Quand en sortant d'un film, t'es obligé d'aller voir sur Google ce que le réalisateur essaye de dénoncer, c'est que je pense que le message a pas été très bien transmis parce que normalement t'es pas censé avoir besoin d'aller sur internet pour chercher. En sortant de la salle, j'ai demandé à mes amis, on était un petit groupe de 5-6, vraiment personne n'avait pigé, j'ai demandé à des collègues ensuite, personne n'avait pigé non plus. Donc soit je suis entourée par des trous ducs et je suis un trou duc, soit le message est mal passé et
dommage. Ça se passe dans un ranch, on est sur des disparitions de certains chevaux. Le film met un peu de temps à s'enclencher parce que on va passer par différents chevaux, donc on a leur nom qui s'affiche et on sait qu'il va se passer un événement. Il y a beaucoup de chapitres quoi, il y a beaucoup de chevaux. 2 chevaux, on avait un peu compris la mécanique, on n'avait peut-être pas besoin d'en avoir autant. Le rythme du film s'accélère au fur et à mesure, donc c'est vrai que le début met un peu de temps à s'enclencher. Après, une fois qu'on est dedans, on est dedans. Le film est censé dénoncer la société du spectacle, le bien-être des animaux. Pour le coup, ça n'a pas forcément été une réussite selon moi. Par contre, en termes d'image, c'est bluffant. Les effets spéciaux sont magnifiques, jeu d'acteur hyper pertinent comme d'habitude. On retrouve l'acteur principal de Get Out qui a aussi joué dans Us. C'est marrant de le voir revenir à chaque fois dans les productions de Jordan Peele. Je vous inviterai pour le coup à aller voir ce film et vous faire votre propre avis. Pour moi, c'est pas le film de l'année. Peut-être qu'il sera primé, qu'il aura plein de trucs et tout. Ce sera mon unpopular opinion, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. J'ai vu un film, oh là là, mais absolument sublime, Black Swan, que je n'avais jamais vu. J'ai eu l'occasion d'aller au cinéma en plein air à la Villette. C'est l'histoire du coup d'une jeune danseuse qui se voit donner l'opportunité de jouer la reine Swan dans le ballet Le Lac des Cygnes. Et à la fois le cygne blanc et le cygne noir. Cygne blanc qui, dans l'histoire, est cette princesse transformée en cygne qui attend le baiser du prince, et cygne noir qui est cette séductrice qui va séduire le prince et conduire le cygne blanc à se tuer. C'est très intéressant de voir la performance vraiment de Nathalie Portman dedans, qui arrive à la fois à jouer ce personnage un peu fragile, très innocente, et à la fois ce personnage ravageur, dévastateur, qui est cette part d'ombre qu'elle a en elle. Et on voit au fur et à mesure du film la façon dont elle sombre en fait dans une forme de démence. Elle va être victime d'hallucinations. Il y a une scène qui est abominable que je déteste, où à un moment donné elle a une petite peau. Vous savez les petites envies là qu'on a sur les bords des ongles, ces petites peaux qu'elle tire et en fait elle dévoile la chair de son doigt et cette scène m'a dégoûtée. J'ai détesté cette scène. On y retrouve Vincent Cassel également qui joue le professeur de danse qui abuse un petit peu de son autorité et de son pouvoir. C'est vrai que c'était un film que je voulais voir depuis des années parce que j'ai fait 6 ans de danse classique. Je me rappelle quand il était sorti, il avait fait un bruit phénoménal. Je savais que j'étais un peu trop jeune pour le regarder, que ça m'aurait un peu laissé... J'aurais pas été capable de le regarder à l'époque et du coup j'étais très contente d'avoir attendu et d'avoir pu le regarder maintenant. Il me reste 2 films dont je veux vous parler. Alerte rouge, l'une des dernières sorties du studio Pixar, qui raconte l'histoire de Meilin Lee, jeune adolescente de 13 ans, hyper organisée, hyper cadrée, et cette demoiselle, un beau matin, elle se réveille et c'est un énorme pandarou. La famille est liée au pandarou et elle se retrouve dans cette situation un peu délicate. Si elle n'arrive pas à contrôler ses émotions, elle se transforme en énorme pandarou. Les personnages sont attachants, les images sont sublimes et j'ai été particulièrement touchée par le thème qui est le fait de ne pas vouloir décevoir sa famille tout en voulant grandir, parce qu'on est sur une adolescente de 13 ans qui justement rentre dans cette phase adolescente où on se cherche et parfois le chemin qu'on a envie d'emprunter n'est pas forcément celui que nos parents nous avaient prédestiné. Il est accessible sur Disney+, j'ai trouvé vraiment très bien et j'ai passé un super moment devant. Et enfin, j'ai enfin vu Les filles du Dr March, la version adaptée du roman Little Women, qui dépeint l'histoire de ces 4 filles March, Beth, Joe, Meg et Amy, qui avec leur mère essaient de s'en sortir pendant que leur père est parti à la guerre de sécession. Sujet qui est d'ailleurs assez peu abordé, je trouve ça dommage parce que dans le livre c'est un petit peu plus abordé. C'est dommage qu'il l'ait pas un petit peu plus recontextualisé. Un film c'est assez court, t'as pas forcément le temps de tout choisir. J'ai beaucoup aimé la façon dont ils ont traité l'histoire. Il reste très fidèle au roman, mais il le traite pas de manière chronologique. C'est-à-dire qu'on est sur un film entrecoupé de flashbacks. Donc on commence directement dans un temps qui est le temps présent et on se retrouve par coupure dans des flashbacks. On reconnaît très facilement par une colorimétrie qui est plus chaleureuse, plus dorée. J'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que les personnages étaient très bien traités, très fidèles au roman. Jo est un petit peu plus fougueuse. Elle est brillamment interprétée par Saoirse, je crois qu'elle s'appelle comme ça. J'ai peur d'écorcher son prénom. Bon écoutez, comme ça c'est fait. Il dépeint parfaitement ses volontés féministes de l'époque, notamment quand elle est face à son éditeur. Elle est assez bornée sur ses idées. C'est un plaisir aussi de retrouver Timothée Chalamet à l'écran, on doit pas se mentir, qui joue très bien le personnage de Laurie, ce garçon qui gravite autour des 4 sœurs puisqu'il est tout simplement leur voisin. On en a enfin fini pour les films, j'ai cru qu'on allait jamais terminer. Les séries, j'en ai que 2 à présenter. J'ai regardé la série documentaire sur le parcours d'Orelsan, Ne montre jamais ça à personne, et qui est disponible sur Prime Video. Je voulais vraiment la regarder mais je voulais me poser pour le faire. Quoi de mieux que 19 heures de bus Berlin-Paris pour le faire. Donc c'est une série documentaire qui revient sur la carrière, en fait l'ascension d'Orelsan, donc Aurélien Cotentin, ce rappeur qui aujourd'hui fait des Bercy sur lesquels on n'aurait pas forcément parié au début, et au vu du contexte de l'époque qui était que le rap c'était surtout dans les banlieues parisiennes ou à Marseille et pas forcément en province, et surtout pas par un petit blanc. C'est vrai que pour lui c'était un peu perdu d'avance à la base, d'ailleurs c'est le titre de son premier album. Ce documentaire a été tourné et monté par son frère Clément Cotentin qui est aujourd'hui journaliste et qui a
filmé en fait son frère depuis ses débuts avec sa bande de potes qu'on connaît tous, Gringe, Scred et Ablaye. Franchement j'ai trouvé ce documentaire hyper émouvant, hyper immersif. Alors c'est un peu le mythe du self-made man, le mec qui part de rien au fin fond de la Normandie qui finit par faire des Bercy. Faut bien des exceptions, c'est un peu cette histoire aussi d'amitié entre ces 4 garçons qui se montent littéralement les uns et les autres vers le haut. Ça commence notamment par Scred qui se lance en tant que producteur, qui finit par faire des grosses prods et qui, quand il a l'occasion de signer dans un label, fait signer ses potes avec lui en fait, au lieu de signer tout seul. Et donc c'est comme ça que Orelsan, Gringe, etc. se retrouvent signés dans un label. Et c'est intéressant de voir cette histoire là. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à oublier l'impact de ses amis au début de sa carrière. Et en fait, je pense que sans Scred, il serait clairement pas ce qu'il est aujourd'hui. J'aime beaucoup Orelsan, j'aime beaucoup ses productions. J'ai toujours été assez fan de ses chansons. Pourtant, je suis pas une grande consommatrice de rap. Je trouve que ses morceaux sont pertinents et c'est des morceaux dans lesquels je peux me reconnaître parfois. Ce qui est assez rare dans les autres chansons de rap parce que c'est souvent soit assez misogyne, soit des réalités qui me sont complètement étrangères. Orelsan est arrivé avec une proposition de la vie normale, en fait, la vie en province. J'avais même eu la chance au lycée d'avoir un professeur qui aimait bien Orelsan et qui nous avait fait étudier un de ses textes. Nous avait fait étudier La marchande d'allumettes. Hyper beau texte d'ailleurs. J'adore en général ce genre de format qui est un peu backstage. C'est incroyable que son frère ait filmé autant de choses. C'est aussi une belle histoire parce que ça montre que le travail paie. C'est terrible de le dire comme ça, mais parce qu'on le met, je pense, obligatoirement une fois qu'on a vu ce documentaire en comparaison avec Gringe, qui était plus talentueux, plus prédestiné à avoir la carrière qu'Orelsan a aujourd'hui parce que il avait le charisme, il avait l'attitude, il avait le talent. En fait, finalement, c'est Orelsan qui a travaillé bien plus que Gringe qui a la carrière qu'il mérite aujourd'hui. Comme quoi, on n'a rien sans rien. Donc je vous le conseille, si vous aimez bien Orelsan, c'est un must-see. Si vous ne connaissez pas forcément hyper bien Orelsan, je pense que ça peut vous donner une bonne aperçu de son œuvre musicale, ça peut vous faire découvrir des musiques qui vont potentiellement vous parler. Et la seconde série, rien à voir, œuvre de fiction. Le jeu de la dame, The Queen's Gambit, tiré du nom d'une ouverture aux échecs, qui est disponible sur Netflix. J'ai adoré. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand j'ai commencé la série. J'ai des toutes petites bases en échecs parce que l'un de mes ex était passionné d'échecs. Il regardait des youtubeurs d'échecs ou des live Twitch d'échecs. Il m'a fait découvrir un monde que je ne connaissais pas du tout. Et donc ça m'a fait rire en fait de découvrir cette série et de me rendre compte que il y avait des bases que j'avais grâce à lui. On suit l'histoire de Beth Harmon, cette jeune demoiselle qui se retrouve orpheline, qui découvre les échecs dans son orphelinat aux côtés de Monsieur Shadley, le concierge de l'orphelinat, et qui va lui apprendre les bases des échecs, qui va se rendre compte qu'elle est brillante, ça va l'emmener très très loin et elle va finir dans des grandes compétitions. Je trouve que c'est hyper intéressant déjà parce que ça met en avant une discipline qu'on connaît très peu, les échecs c'est pas beaucoup représenté. Je me rappelle d'une statistique qui montrait que suite à la sortie de la série, il y avait eu une explosion de vente de jeux d'échecs. J'ai beaucoup aimé voir ce monde là complètement dépeint à travers cette série et aussi de voir l'évolution d'une dame dans ce monde qui est très très masculin. Il y a aussi le sujet des addictions qui est traité puisqu'elle devient addicte très jeune au tranquillisant. C'est une série que je vous conseille vraiment parce qu'elle est très très intéressante. Enfin, on peut passer au podcast. Alors déjà, il faut savoir que j'ai découvert Radio France concrètement cet été, à un moment donné où L'Heure du Monde au mois d'août publiait des rediffusions et moi j'ai écouté tous les podcasts de L'Heure du Monde. Doutez bien qu'il y avait rien de nouveau et rien de croustillant pour moi. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais écouter le matin? Il me faut un petit podcast d'actualité. En parlant avec des copains et des copines, je me suis abonnée à la revue de presse de France Inter. Ça te donne une idée à peu près globale des grandes actualités de la journée. En fait, ils viennent lire les titres principaux des grands journaux en fait. C'est assez narré, on va dire, c'est pas du tout un langage parlé, on sent bien qu'ils lisent quelque chose, mais ça me dérange pas plus que ça et ça me permet d'avoir en 8-10 minutes une overview un peu des actualités de la journée. J'adore aussi le vrai du faux de France Info qui vient tous les jours débunker une idée, donc dire si elle est vraie ou elle est fausse. Et il y a aussi le brief éco qui dure entre 2 et 3 minutes par jour. Ça fait une petite quinzaine de minutes où j'ai un peu une overview des actualités par des sources sûres parce qu'on est sur du France Inter et du France Info, donc c'est plutôt sûr comme source. Comment ne pas parler de Boomerang, qui est un podcast France Inter aussi, qui est trop bien. C'est Augustin Trapenard qui reçoit des personnalités riches et variées vraiment. Écouter des podcasts de plein de personnalités trop intéressantes. C'est passionnant, c'est hyper bien, c'est un échange aussi. J'ai quelques recommandations d'épisodes à écouter. Tout d'abord Françoise Héritier, qui est une anthropologue et qui vient parler avec plein de sagesse de sa conception des petits sels de la vie, donc en fait des petits bonheurs, des petits moments de la vie qui font de la vie ce qu'elle est en fait. Et on vient également parler de sa carrière en tant qu'anthropologue, de sa place notamment en tant que femme dans la société. Cette dame elle fait preuve d'une grande sensibilité. J'adore écouter les récits des personnes plus âgées parce que je trouve qu'elles ont une
perception de la vie et une sagesse qu'on n'a pas encore acquis, c'est normal puisqu'on est encore jeune. Et à écouter ce genre de récit, c'est très beau, donc je vous conseille. J'ai écouté le podcast de Charles Ray, j'étais trop contente parce que Charles Ray c'est une personne que j'ai découvert il y a assez peu de temps, il y a quelques mois, parce que à la Bourse du Commerce il faisait une exposition de certaines de ses œuvres et ensuite j'ai été payée, moi payée pour aller voir une exposition temporaire, c'est quand même assez rare, donc ça mérite d'être soulevé. Au Centre Pompidou, c'est l'un des plus grands sculpteurs de ces 30 dernières années, il est américain, complètement starbé, clairement on voit qu'il consomme du LSD parfois, mais ses œuvres viennent interroger la société de consommation, le regard, le rapport au temps, qui viennent interroger même le fait de faire de la sculpture, ce qu'est la sculpture, ce que c'est censé représenter, et aussi plus globalement sur l'art en général. Et plus mainstream comme artiste on va dire, il a interrogé aussi Pomme et Alain Chabat qui revient sur sa carrière, sur comment il se retrouve dans le cinéma, etc. Pomme qui parle de son nouvel album qui n'était pas encore sorti à ce moment-là. Vous n'êtes pas obligé évidemment d'écouter tous les épisodes. S'il y a des personnalités qui vous intéressent, allez voir sur Boomerang si elles n'ont pas été interviewées parce que c'est des échanges qui sont en général très intéressants. Et enfin, dernier podcast et dernière recommandation de ce bilan culturel, j'ai l'impression d'avoir filmé pendant 3 heures. Élise et Julia, le podcast, deux nanas qui ont été à l'origine du podcast Coming Out, qui pendant la période des présidentielles ont lancé le podcast présidentiel où elles ont interviewé chaque candidat à la présidentielle sur les questions LGBTQIA+, l'inclusivité des minorités, parce qu'elles sont toutes les deux membres de cette communauté. Et donc c'était très intéressant, je les avais découvertes à travers ce podcast là, moi le podcast présidentiel. Si vous les avez jamais écoutés, ça peut être intéressant de les écouter parce que en soi on découvre aussi un petit peu l'échiquier politique actuel et la vision de certains partis, mine de rien, à travers les personnes qui le représentent. L'épisode avec Éric Zemmour est assez lunaire parce qu'on est clairement d'accord que c'est pas la personne la plus inclusive, qui parfois il détente complètement les questions, enfin, mais ça reste dans le respect, c'est intéressant. Si vous n'êtes pas forcément d'accord avec les personnes, allez écouter leurs avis, allez écouter leurs arguments. C'est toujours bénéfique de voir les arguments aussi des personnes qui ont des visions qui sont opposées aux vôtres. Ce podcast ensuite, à la fin de la période présidentielle, s'est transformé et est devenu Élise et Julia le podcast, où ces deux demoiselles continuent à accueillir des personnalités qui ne sont plus forcément politiques. Elles ont interviewé notamment Léna Situation, et il y a surtout un épisode, si vous ne devez en écouter qu'un, c'est celui-là, c'est celui de Ginette Kolinka, rescapée de la Shoah, vient raconter le récit en fait de sa déportation, de comment elle a perdu certains membres de sa famille, de l'après-guerre aussi, du coup, de quand elle est rentrée chez ses parents. Et c'est assez surprenant parce que c'est une femme qui a l'air très positive et qui raconte ça avec une forme de détachement. On le voit de l'extérieur et on n'est pas forcément pris dans l'émotion et on peut se rendre compte de la gravité en fait de ce qu'elle raconte. Je pense que c'est un récit qui devrait être écouté de tous parce que c'est le devoir de mémoire. C'est sur cette note hyper joyeuse qu'on finit le bilan culturel de cette rentrée. On se retrouve très très vite. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager évidemment, à me dire vos recommandations de ce que vous me conseillez pour cet automne-hiver. J'ai fait quelque chose assez récemment que je n'avais pas fait avant. Je me suis mis enfin sur Sens Critique et sur Goodreads. Ce sont deux plateformes où on peut partager en fait dans Goodreads seulement ce qu'on lit, ce qu'on veut lire et à quoi ressemble un petit peu son étagère en ce moment, et on note les livres qu'on a lus. Sens Critique, ça touche un petit peu à tout, les livres, les films, les séries, vraiment beaucoup de choses, même les jeux vidéo. J'ai mis un 10 sur 10 à Mario. Donc si vous voulez me retrouver sur ces plateformes là, c'est ici. Sinon, si je vous manque et que vous voulez me voir plus au quotidien, je suis présente sur ces réseaux sociaux là. N'hésitez pas à m'y rejoindre évidemment, ça me ferait très plaisir. On se retrouve très très vite. Prenez soin de vous!